c'est moi. Bonjour à tous, vous écoutez Au Capitaine, mon capitaine, l'émission littéraire, le podcast appelez ça comme vous voulez, présenté par Renaud et Wendy. Comme d'habitude, nous allons vous présenter 4 ouvrages, récents ou non, afin de vous donner envie de les découvrir. Aujourd'hui, c'est l'amour qui est à l'honneur. Saint-Valentin oblige. Et c'est Renaud qui commence avec sa chronique. Alors Renaud, de quoi tu vas nous lire ? Je vais vous lire du théâtre. Oh, on se refuse rien. Être ou ne pas être. Ne pas être. Parfois l'amour est simple et lumineux, mais parfois il est impossible, tragique ou douloureux. Il se cache derrière le silence, se nourrit de malentendus et se perd avant même d'avoir été pleinement exprimé. C'est là que je me rends compte que j'ai choisi de chroniquer 2 livres sur l'amour, mais que l'amour à l'intérieur de ces 2 livres n'est pas forcément très joyeux. Désolé cher auditeur, mais en vrai ce sont 2 magnifiques histoires. Et le choix de ces 2 livres m'est apparu évident lorsqu'on a décidé de faire un thème Amour Saint-Valentin. Donc désolé les moussaillons. Bref, Cyrano de Bergerac est l'histoire de cet amour-là. Un amour qui brûle en silence, qui refuse de se compromettre, et qui pourtant marque profondément ceux qui le vivent ou le contemplent. On pourrait presque le voir comme notre Roméo et Juliette à la française. Une passion dévorante, des élans de cœur inavoués et un destin cruel qui empêche l'amour de se révéler pleinement. Edmond Rostand en a fait un monument de panache de mots et de solitude, là où le théâtre rencontre la poésie, là où l'amour est une tragédie, là où les alexandrins font mouche, là où à la fin de l'envoi, eh bien on touche. Aujourd'hui, dans Au Capitaine, mon capitaine, on parle de Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac, c'est l'histoire d'un homme trop grand pour le monde qui l'entoure. Trop brillant, trop excessif, trop entier. Un homme fier et un peu arrogant par bien des points, mais tellement fragile et peu sûr de lui par bien d'autres. Un poète bretteur capable de provoquer 100 hommes en duel tout en improvisant des vers d'une précision chirurgicale. Mais Cyrano porte une armure invisible, la conviction intime qu'il ne peut être aimé. Son nez devient le symbole de tout ce qu'il croit être, une monstruosité, une anomalie, un empêchement à l'amour. Il aime Roxane, passionnément, mais en silence. Roxane, elle aime Christian, beau comme un héros de roman, mais désespérément vide de mots, justement. Roxane se confie alors à Cyrano, de son amour pour Christian. Cyrano rejoint alors violemment la friend zone. Il promet à Roxane de protéger Christian. Christian est beau, mais il n'a pas les mots, aux grandes dames de Shérif Alouna. Non, sans rire, non là je déconne, c'était juste pour la vanne. Christian ne sait pas parler aux femmes. Cyrano devient alors l'intermédiaire, la plume, le ghostwriter, la voix de Christian. Il écrit l'amour pour un autre, souffle les phrases, nourrit un feu dont il ne profitera jamais. Juste par amour pour Roxane, pour qu'elle soit heureuse, car le bonheur de Roxane est le bonheur de Cyrano. Et c'est là que la pièce bascule. Cyrano n'est plus seulement une histoire d'amour contrarié, mais une tragédie de l'effacement de soi. Quand Edmond Rostand écrit Cyrano de Bergerac, il est loin d'être sûr de lui. À la fin du XIXe siècle, le théâtre français est dominé par le réalisme, le naturalisme, des œuvres sobres, presque cliniques. Rostand arrive avec tout l'inverse, des alexandrins flamboyants, des tirades interminables, des duels, de l'excès, du romantisme à l'état brut. Et pire encore, le personnage principal n'est pas séduisant. Il est ridicule, excessif, hors norme. Un héros qui doute, qui s'auto-sabote, qui préfère l'ombre à la lumière. La veille de la première, en 1897, Rostand est persuadé d'un échec retentissant. Il s'excuse même auprès de Coquelin, l'acteur principal qui jouera pour la première fois Cyrano, redoutant d'avoir écrit une œuvre démodée, trop lyrique, trop grande pour son époque. La suite
est évidemment légendaire. La première est un triomphe absolu. Le public ovationne, rappelle, s'enthousiasme. Cyrano devient instantanément un phénomène. Rostand vient de prouver que le panache, quand il est sincère, ne vieillit jamais. Ce qui rend Cyrano de Bergerac bouleversant, ce n'est pas l'histoire d'un homme laid, c'est l'histoire d'un homme qui se croit indigne. Cyrano ne laisse jamais à Roxane la possibilité de l'aimer. Il décide à sa place, il choisit l'échec avant même la tentative. C'est une pièce sur l'autocensure émotionnelle, sur la peur de s'exposer, sur cette idée terrible que l'amour serait réservé aux autres. Et puis il y a cette cruauté absolue. Roxane tombe amoureuse de Cyrano sans le savoir. Elle aime son esprit, ses mots, sa sensibilité, sa voix, tout ce qu'il est vraiment au final, mais refuse de voir l'homme derrière les mots. Elle aime Christian à travers les mots de Cyrano. La révélation finale, tardive, arrive comme une sentence. Trop tard pour aimer, trop tard pour réparer. Cyrano n'a cessé d'être réinventé. La plus célèbre adaptation reste celle de Jean-Paul Rappeneau en 1990 avec Gérard Depardieu. Un immense Cyrano, charnel, excessif, où chaque tirade semble sortir du ventre autant que de la bouche. Jean-Paul Rappeneau, avec le scénariste Jean-Claude Carrière, a ajouté et réadapté certains passages en alexandrin pour les besoins du cinéma, non pas pour moderniser le texte, mais pour le faire respirer à l'image. Le théâtre supporte des tirades longues, frontales, presque immobiles. Le cinéma, lui, demande du mouvement, des transitions, des silences. Alors plutôt que de couper brutalement le texte de Rostand, Rappeneau et Carrière ont préféré écrire dans son esprit, en respectant, ou du moins en essayant de respecter, la métrique, la musicalité et surtout le panache rostandien. Le cas le plus emblématique est la scène de la bataille d'Arras, largement enrichie pour le film. Certains échanges, certaines transitions, certaines répliques n'existent pas telles quelles dans la pièce originale. Elles ont été pensées pour accompagner la mise en scène, les déplacements, la boue, la fatigue, la guerre, tout ce que le cinéma peut montrer mais que le théâtre suggère. Et c'est là que l'adaptation est brillante. Ces ajouts sont quasi invisibles. Même des lecteurs aguerris de Rostand ont parfois du mal à dire ce qui vient du texte original et ce qui a été écrit pour le film. Ce n'est pas une trahison, c'est un très très bel hommage. Une adaptation qui ne se contente pas de traduire une œuvre d'un médium à un autre, mais qui la prolonge, avec humilité et intelligence. De nombreux acteurs sont passés par le rôle de Cyrano, nous pouvons en citer quelques-uns. La création du rôle, avec Coquelin, le tout premier Cyrano. Rostand écrit le personnage pour lui en pensant à son jeu, sa voix, son énergie. C'est le Cyrano fondateur, le début. Jean-Paul Belmondo, Cyrano populaire, physique, solaire. Belmondo interprète Cyrano au théâtre dans les années 60, mais aussi dans des captations télévisées, si je ne me trompe pas. Son Cyrano est vif, joyeux, presque insolent, moins mélancolique que d'autres, mais très vivant. Un Cyrano de panache et de sourire, profondément incarné. Jean Piat, le Cyrano de la musicalité. Grand diseur de vers, diction limpide, très attaché à la comédie française, souvent cité comme l'un des Cyrano les plus justes sur le plan du texte. Francis Huster, le Cyrano romantique et lyrique. Il a interprété Cyrano de nombreuses fois sur scène, un rôle qu'il revendique comme central dans sa carrière. Beaucoup d'élan, beaucoup d'émotion. Francis Huster, très juste encore une fois dans ce rôle. Jacques Weber, le Cyrano tragique, grave, massif, presque crépusculaire. Un Cyrano de la fin de vie, du désenchantement, très impressionnant en scène. C'est assez drôle d'ailleurs car il a été pris dans l'adaptation cinématographique de 1990, mais il joue De Guiche, voilà, et non Cyrano, qui est interprété par Depardieu. Nous avons aussi Daniel Sorano, un Cyrano mythique du TNP, figure importante du théâtre populaire français. Dernièrement, Arnaud de Saint-Mer a aussi incarné Cyrano au théâtre. Je n'ai vu que les préparations pour le rôle, je n'ai pas vu d'image de la pièce. Mais en tout cas, voilà, on peut le citer aussi dans les nombreux acteurs qui ont incarné Cyrano au théâtre ou à la télé. Bref, le mythe s'adapte. Théâtre, contemporain, relecture moderne, comédie musicale, jusqu'à la version de 2021 avec Peter Dinklage, un acteur de petite taille, nain, que son rôle dans Game of Thrones a rendu célèbre, qui déplace la question du complexe physique vers celui du regard social. Un film que je n'ai pas vu, mais en tout cas preuve que Cyrano n'est pas figé et que c'est une structure émotionnelle universelle et indémodable. Alors pourquoi faut-il lire Cyrano ? Lire Cyrano de Bergerac, c'est accepter d'être
un peu inconfortable. C'est regarder en face cette part de nous qui préfère se cacher derrière l'esprit, l'humour ou le talent, plutôt que de risquer l'amour. C'est une œuvre sur le courage, pas celui de se battre, mais celui de se montrer tel qu'on est. Cyrano, c'est peut-être le plus beau ghostwriter de l'histoire de la littérature. Celui qui a écrit les plus belles lettres d'amour sans jamais les signer de son nom. Alors, si cette Saint-Valentin vous parle, si vous aimez en silence, peut-être que Cyrano a quelque chose à vous murmurer. Et peut-être qu'il est temps, cette fois, d'oser signer vos propres mots. Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile. Vous venez d'écouter La Quête de Jacques Brel. Eh bien, merci beaucoup Renaud pour cette chronique. Mais de rien. J'ai 2 questions à te poser. Est-ce une pièce qui met en valeur le fait que l'amour n'est pas que physique et que la beauté intérieure prime ? Alors oui, plutôt en fait. Le fait que ce soit une pièce qui mette pas en valeur, on va dire, l'amour physique, c'est dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est le physique passe en arrière, c'est-à-dire que ça peut être même un amour platonique et ça a l'air de bien correspondre en fait à Cyrano. Cyrano, il se contente même de cet amour qui justement n'est jamais physique, il y a rien de charnel là-dedans. C'est vraiment un amour qui se rêve en fait et qui est là et qui peut juste passer par les mots en fait. Et dans un second temps, la pièce aussi, elle tend à te montrer que justement l'amour n'est pas que physique, le physique quoi, je veux dire le fait de pas être beau, en tout cas que Cyrano ne se croit pas beau et qu'en fait on peut très bien aimer sans ces attraits d'être beau comme Christian. Et en fait si on regarde bien, il manque à tout le monde quelque chose dans cette pièce, c'est-à-dire que Christian est beau physiquement mais intérieurement c'est une huître, il est totalement vide, et à l'inverse Cyrano est grandiloquent etc. Et voilà, il a les mots voilà. Mais du coup il n'arrive pas à affronter le regard des gens quoi, et son physique, donc voilà, qui le gêne et qu'il arrive à rien en faire. Donc oui, on va dire que la pièce et Edmond Rostand avec son texte nous dit en gros qu'on peut aimer différemment et que le physique peut passer en second plan, ouais. Et c'est une des grandes valeurs de la pièce, ouais.
Merci. J'ai une autre question, donc. Est-ce qu'il a raison de ne jamais dire la vérité à Roxane, selon toi ? Alors, elle est intéressante cette question parce que tu dis a-t-il raison de ne jamais dire la vérité à Roxane ? Et en fait, tout le monde se ment dans cette pièce. C'est-à-dire que Christian ne dit pas la vérité à Roxane, et en même temps, Cyrano non plus ne dit pas la vérité à Roxane. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment tout le monde se ment. Et je pense que c'est une des grandes erreurs, en gros, de ce scénario et de cette espèce de triangle amoureux, en fait. C'est que, à vouloir mentir à tout le monde, on fait du mal à tout le monde, en fait. Oui. Si Cyrano avait eu son courage de passer au-dessus de plein de choses et d'aller avouer son amour à Roxane, on aurait gagné un temps précieux. Si Christian avait dit à Roxane, écoute, j'ai du mal à te parler, je t'aime, etc., je pense qu'elle aurait peut-être pu accepter ça et aimer Christian comme il était. Enfin bon, bref, tout le monde ment en fait, et du coup on se retrouve dans une situation tragique parce que c'est une tragédie, mais en fait on se rend compte que dire la vérité serait peut-être éviter à tout le monde de souffrir beaucoup. Parce que même à la fin, Roxane elle se rend compte qu'elle a aimé quelqu'un tout le long de sa vie qui en fait n'était pas la bonne personne. Donc c'est quand même un peu l'enfer sur terre, quoi. Donc voilà. Et Cyrano il se rend compte qu'en fait elle l'a aimé tout au long de sa vie, et par respect pour le fait que Christian soit mort sur un champ de bataille, même si c'était derrière ses mots et qu'il lui a avoué qu'elle l'aimait lui parce qu'elle aimait que son âme, etc., et il préfère se taire et souffrir en silence en se disant peut-être qu'elle m'aime à nouveau, mais je ne l'ai jamais entendu vraiment me le dire. Et voilà, et sur son seuil de mort, sur le lit de mort, dans ce jardin là, il tombe au sol et il apprend qu'elle l'aime. C'est absolument affreux. En fait, donc moralité du truc, dites la vérité. Vous allez gagner du temps, en fait, ça ira beaucoup plus vite. C'est une belle morale, merci beaucoup. C'est une belle morale. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup. Je n'ai plus de questions, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous redire le titre ? Bon, après les maisons d'édition, il y en a tellement que bon. Alors c'est Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Voilà. Je peux que vous inviter à lire Cyrano de Bergerac. Le reste de son œuvre est un peu en dessous, on va pas se mentir, mais voilà. Mais en tout cas, Cyrano, c'est genre chef-d'œuvre. Donc lisez Cyrano. Je pense qu'il doit y avoir des livres de poche, des belles éditions. Il y a tout ce qui, ça doit exister en pop, voilà, en manga, en tout ce que tu veux. Oui, certainement. Donc voilà. Non, mais bref, vous trouverez forcément le livre quelque part. Mais voilà. Donc c'était Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Eh bien, merci beaucoup. Mais de rien, et moi j'ai fini, du coup, donc c'est à toi. De quoi, qu'est-ce que tu vas nous lire ? Eh bien, de quoi, qu'est-ce que je vais lire ? Je vais vous lire des correspondances. Pas de maudites lettres aujourd'hui. Non, monsieur. Non, monsieur. Pas une seule. Satanée lettre. Pas une. Satanée lettre. Non, monsieur. Pour parler d'amour, quoi de mieux que des lettres ? Je vais vous parler maintenant de la correspondance 1944-1959 entre Albert Camus et Maria Casares. Albert Camus et Maria Casares se rencontrent à Paris en 1944 lors d'une lecture clandestine organisée pendant l'occupation. Ils y participent tous les deux et c'est le coup de foudre. Maria n'a que 21 ans, elle est actrice et est exilée d'Espagne où son père est ancien Premier ministre du gouvernement du Front Populaire. Elle a déjà joué dans Le Malentendu. Albert, quant à lui, a 30 ans. Il est journaliste et écrivain déjà connu pour ses livres L'étranger et Le mythe de Sisyphe. Il s'apprête à publier La Peste. Il s'est engagé dans la résistance française durant l'occupation et devient en 1943 rédacteur en chef du journal Combat. Ce dernier est marié, mais sa femme ne peut le rejoindre à Paris. C'est à son retour d'Algérie, le 2 janvier 1945, que les échanges physiques et épistolaires s'arrêtent entre Albert Camus et Maria Casares. Pourtant, en 1948, le 6 juin, ils se retrouvent nez à nez, boulevard Saint-Germain. Cette date, c'est aussi celle du début de leur idylle, le 6 juin 1944, la date du débarquement. Comme un signe du destin, ils décident ce jour-là de ne plus jamais se quitter. C'est donc en 1948 qu'ils reprendront leur correspondance pour les 12 années à venir. Cette correspondance s'arrêtera lorsqu'ils seront réunis, reprendra lorsqu'ils se séparent pour leurs obligations professionnelles ou familiales. Mais toujours, ils penseront l'un à l'autre jusqu'à la mort tragique de Camus dans un accident de la route. C'est plus de 50 ans après le décès de son père que Catherine Camus, la fille d'Albert, décide de publier Correspondance. Suite au décès de sa mère, Francine Camus, en 1979, elle rencontre pour la première fois Maria Casares, dont elle a toujours entendu parler avec respect.
Maria lui confie donc les lettres, les fiches Bristol et autres télégrammes qu'elle et son père se sont envoyés pendant ces longues années. J'ai trouvé cette lecture magnifique et terriblement triste. Lire les échanges de deux personnes qui brûlent d'amour l'un pour l'autre alors que leur amour est interdit, c'est forcément tout ça à la fois. Je ne l'ai pas lu d'une traite. J'ai peut-être même loupé quelques échanges, je dois bien avouer. Mais je l'ai rouvert, souvent, au hasard. J'ai lu quelques pages et je me suis imprégnée de cet amour si fort qu'il traverse le livre. Je l'ai acheté en 2018 et en 2026, je découvre et redécouvre encore des lettres. Pour autant, je peux affirmer que j'aime cette lecture. Elle m'a marquée, elle m'a accompagnée, elle m'a touchée. Certaines lettres plus que d'autres. D'ailleurs, je pense que c'est important de lire des choses sur leur histoire avant de se mettre à la lecture de leurs échanges. C'est important car les dates nous parlent davantage, elles disent beaucoup, les silences aussi, ceux de Maria notamment, entre 45 et 48. La seule et unique lettre, reçue en 46, est envoyée par Albert Camus à Maria Casares lorsqu'il apprend le décès de sa maman, en janvier 46. C'est une lettre tendre à laquelle Maria ne répondra pas, car elle ne souhaite plus continuer cette relation alors que Francine, la femme d'Albert, et leurs enfants, Catherine et Jean, sont maintenant en France, aux côtés de leur père et Marie. Les lettres qui illustrent le manque insoutenable l'un de l'autre, celles de joie mais aussi de peine, celles qui évoquent le bonheur, la vie, celles qui relèvent de la philosophie, si magnifique, si intense, les échanges de deux êtres intelligents qui s'aiment sincèrement, ce jusqu'à la dernière lettre, celle envoyée par Camus quelques jours avant sa mort. Lettre qui marque et fait réfléchir lorsque Camus écrit à Maria qu'ils se retrouveront mardi pour dîner, mais qu'ils souhaitent fixer ce repas dès maintenant pour, je cite, « faire la part des hasards de la route ». Malheureusement, les aléas de la route en auront décidé autrement. Pour autant, cette tendre lettre, comme les précédentes, est chargée d'amour, de sourires adressés à l'être cher lors de sa rédaction et de promesses de retrouvailles. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, m'as juré pour la vie. Dès que je t'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat.
venez d'écouter La vie en rose d'Édith Piaf. Merci beaucoup Wendy pour cette chronique. De rien, je t'en prie. Oh yeah, j'ai des questions. Alors, première question, qui me démange. Oh là là, j'avoue, est-ce qu'on peut lire les échanges entre ces deux personnes sans pour autant juger leur relation ou se sentir un peu voyeur ? Complètement, oui. Alors j'avoue que moi j'ai pas jugé leur relation une seule fois, si tu veux, mais je comprends quand même ce que tu veux dire, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont se poser la question ou qui eux ont peut-être jugé même pendant la lecture. Enfin, je ne sais pas. Mais moi ça n'a pas été mon cas. Après c'est vrai que même si c'est pas un amour exclusif, c'est un amour quand même que je trouve vraiment très beau, moi personnellement en tout cas, et le propos n'est pas tant de savoir si c'est autorisé ou pas, si tu veux, dans le texte, c'est vraiment des échanges entre deux personnes qui s'aiment, peu importe ce qu'il y a autour, vraiment le propos est plus là-dessus, honnêtement. Donc je pense qu'on peut tout à fait le lire en faisant abstraction de tout le reste. Ouais, puis je crois qu'il y a eu quand même une histoire de respect, si je veux pas dire de conneries, je crois que c'est la fille de Camus qui a attendu que sa maman soit décédée, etc., qui a récupéré les textes. Enfin, il y a toute une démarche comme un petit peu classe dans le délire, quoi. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais dans la chronique, justement. Elle a attendu vraiment, voilà, le décès de sa maman pour aller récupérer ses lettres, etc. Puis les découvrir, surtout parce qu'elle était pas au courant. Ouais, bien sûr. Mais par contre, oui, voilà, c'est ce qu'elle disait aussi, qu'il y a toujours eu un respect, effectivement, entre les deux femmes, en fait, qui parlaient l'une de l'autre, toujours avec bienveillance, et voilà, c'était vraiment pas le propos, quoi. Ouais. Donc, du coup, c'est ce livre-là, non, on peut le lire, je pense, sans jugement. Deuxième question. Selon toi, qu'est-ce qui ressort le plus de la relation entre Camus et Casares, du coup ? Moi, je dirais que c'est la passion. La passion qu'ils ont l'un pour l'autre, mais aussi en fait celle qu'ils ont dans leur projet, leur création. C'est aussi le fait qu'ils se soutiennent l'un l'autre. Puis même dans certaines lettres, tu vois, on sent que même sans avoir reçu la réponse, déjà le fait de l'écrire, ça fait du bien, quoi. Je sais pas si je m'exprime bien, mais en fait une lettre, ça nous écoute toujours, quoi. Et il y a des moments où justement il y a écrit la date, l'heure, et c'est le début de la lettre qui va être écrite le matin. Et puis même jour, après-midi, hop, la lettre continue, suite au rendez-vous qu'on a annoncé le matin. Voilà, le rendez-vous vient de se finir, et du coup je te raconte dans cette lettre ce qui s'est déroulé pendant ce rendez-vous, et ainsi de suite. Mais au final la lettre sera envoyée que quand elle sera terminée, en fait, quand la journée sera finie. Par contre, toute la journée, il l'aura accompagnée, si tu veux, et il aura pensé à elle toute la journée, et c'est voilà. ça, ou inversement. Et en fait, c'est un peu un refuge, je trouve, l'un pour l'autre. Et rien que dans le fait d'écrire leur lettre, on sent que ça fait du bien de l'écrire, tout comme ça fera du bien à l'autre de la recevoir et d'y répondre ensuite. Il y a quelque chose comme ça, voilà, d'assez poétique aussi. C'est ce qui m'a plu, mais je pense que c'est ce qui ressort aussi vraiment de ces correspondances. D'accord. Merci beaucoup, Wendy. Je t'en prie, merci à toi. Est-ce que tu peux nous redire du coup chez qui c'est, etc. Oui, alors donc c'était Correspondance 1944-1959, donc entre Albert Camus et Maria Casares, et c'est aux éditions Gallimard. C'est la Gallimard blanche, mais ça existe aussi en poche, mais Gallimard blanche. Ok, écoute, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi, et puis du coup c'est ton tour, donc de quoi, qu'est-ce que tu vas nous lire ? Moi je vais lire une BD, voilà. Okay. J'accepte. Ouvrez vos livres, page 394. Ouvrez vos livres, 394. On a une habitude un petit peu conne avec Wendy. À chaque fois qu'on débarque dans une nouvelle ville, en voyage, en vadrouille, peu importe, on fait toujours la même chose. On va dans une librairie et on demande au libraire son vrai coup de cœur. Pas le livre à la mode, pas celui qu'il doit écouler, son coup de cœur à lui. De l'année, de toujours, peu importe. Roman, manga, comics, roman graphique, BD. Aucune règle. Juste l'amour du bouquin. Je dirais même l'amour d'un bouquin. Alors à chaque fois, la scène se répète. Le libraire est un peu décontenancé, parce que là, il faut choisir. Et surtout, il faut renoncer à l'idée de nous refiler le truc qui se vend mal, ou la nouveauté qu'on lui a demandé de pousser à fond. Du coup, dans un premier temps, il empile. Il sort 3, 4, 5 livres, il hésite, il explique, il temporise. Et puis à un moment, il s'arrête. Il repose tous les bouquins, et il fait « Non, en vrai, mon coup de cœur, c'est celui-là ». Et là, il sort le livre, celui qui compte vraiment pour lui. Ce petit jeu avec Wendy est très drôle, mais il a un léger défaut.
il coûte cher. C'est comme ça qu'on ressort régulièrement d'une librairie comme des cons avec 200 balles de bouquins sous le bras et les coups de cœur des libraires de la ville. Mais c'est aussi comme ça qu'on a découvert des livres incroyables. Mazerou de Stromboni, Pétard et Lisa de Miroslav Sekulic, Les Sentiers des Astres Manèche de Stéphane Plateau, L'énigme de Saint-Olaf d'Indrek Argla, Un destin de trouveur, le récit des contes de la pieuvre de Guess, Recettes de famille de James Albon, Pinot de Takashi Murakami, Sony de Matsumoto, Le désert des couleurs d'Aurélie Wellenstein et quelques autres qui ont définitivement squatté nos étagères. C'est donc comme ça qu'un libraire dans la librairie de Chambéry m'a refilé une bande dessinée en me disant « Je relis ce bouquin tous les ans et je ne m'en lasse pas ». Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est typiquement le genre de livre qu'on te prête en disant « Tu verras, c'est beau ». Et toi naïf, tu penses « Ah, cool, une belle histoire d'amour ». Alors, spoiler, oui et non. C'est beau comme le premier amour, celui qui nous forge, celui qu'on n'oublie pas, celui dont il faut faire un peu le deuil, et surtout forcément celui qui nous fait morfler pour la première fois. Et bien sûr rarement la dernière. Ce livre, c'est un peu comme si tu étais dans Vice Versa, le film Pixar. C'est un souvenir jaune et bleu, posé dans ta mémoire centrale. Un livre doux, amer, un souvenir ni vraiment joyeux, ni vraiment triste, mais profondément fondateur. Quelque chose qui participe à fabriquer la personne que tu es devenue aujourd'hui. Si je voulais vous parler de ce bouquin, c'est parce que c'est super déjà, mais aussi parce que c'est devenu un classique de la BD contemporaine. Un de ces bouquins qu'on lit jeune, qu'on relit adulte, et qui nous raconte jamais tout à fait la même chose. Il grandit avec nous, et ce livre-là, c'est Blankets, de Craig Thompson. Blankets, c'est une autobiographie dessinée. Craig Thompson y raconte son enfance dans une Amérique très rurale, très cadrée, très sévère, très religieuse, voire peut-être trop religieuse. Une enfance marquée par la foi chrétienne, la culpabilité, la peur du péché. Et un grand frère parfois protecteur, mais parfois violent. Mais le cœur du livre, c'est la rencontre avec Rena, un amour adolescent, intense, maladroit, absolu. Un amour qui se vit à travers des lettres, des silences, des mains qui se cherchent sous une couverture, d'où le titre Blankets. Oui, on a tous fait la blague de la blanquette de veau, mais non, rien à voir. Blankets, si on le traduit en français, c'est la couverture, le plaid, quoi. Voilà, bref. Donc la couverture comme refuge, comme cocon, comme dernier endroit où le monde ne nous juge pas. Et en filigrane, dans ce bouquin, il y a la perte de la foi. Pas comme une rébellion punk, non. Plutôt comme une lente érosion, une foi qui se heurte au réel, au désir, à la douleur. C'est une tranche de vie que nous offre Craig Thompson. Même si le livre couvre essentiellement les 15-18 ans de son auteur, on y trouve de nombreux bonds dans le temps, des retours vers ses 5-6 ans, et même des projections jusqu'à ses 21 ans. Le récit navigue constamment entre ces âges, comme fonctionne la mémoire au final. Bref, Blankets est un livre qui parle de l'enfance, de l'adolescence et surtout de ce moment fragile où l'on bascule vers l'âge adulte. Craig Thompson, c'est un auteur américain né en 1975. Il a grandi, comme je vous le disais, dans une famille profondément chrétienne, et Blankets est clairement un livre exorcisme. Publié en 2003, il lui faudra près de 7 ans pour le réaliser. 7 ans à dessiner, réécrire, fouiller dans ses souvenirs. Et ça se sent. Blankets n'a rien d'un produit formaté. C'est un livre viscéral. Thompson a souvent expliqué en interview qu'il ne savait pas s'il serait publié un jour. Il dessinait avant tout pour comprendre ce qu'il avait vécu. Un peu comme une thérapie, un exutoire. Graphiquement, son style est immédiatement reconnaissable. Un noir et blanc très organique, très fluide, un trait faussement simple. Des personnages parfois déformés par l'émotion. Des pages qui respirent, qui s'étouffent, qui débordent. Il utilise le dessin comme un langage émotionnel, plus que réaliste. Ce qui rend Blankets unique, c'est sa sincérité désarmante. Craig Thompson ne se met pas en valeur. Il se montre d'ailleurs souvent lâche, maladroit et même parfois agaçant. Il parle de sexualité avec gêne, de religion avec douleur, de l'amour avec une naïveté bouleversante. On sent le poids de l'éducation dont Craig Thompson, même à l'âge adulte, a du mal à se détacher. Restent des cicatrices, des stigmates inconscients de tout cela. La religion, justement, est omniprésente. Mais jamais caricaturale. On comprend pourquoi elle a rassuré l'enfant et pourquoi elle enferme l'adolescent. Les métaphores bibliques se mêlent aux paysages enneigés, aux corps qui se frôlent.
Bien sûr, il y a la neige. Elle est omniprésente. La neige comme silence, comme pureté imposée, comme étouffement. Visuellement, c'est sublime. Narrativement, c'est parfois un peu glaçant de gêne et de sentiments non dits de maladresse. C'est un livre qui parlera à celles et ceux qui ont aimé trop fort, cru trop fort, ou qui ont grandi avec des règles qu'ils n'ont pas choisies. Après Blankets, Craig Thompson publiera notamment Habibi, une fresque monumentale inspirée des contes orientaux, puis Space Dublin, en français Space Bullet, plus léger, plus pop. Blankets reste cependant son œuvre la plus célèbre. Le livre a reçu de nombreux prix, des Eisner Awards, des prix Harvey et Ignatz, et en 2005 le prix de la critique ACBD, et aussi le prix Peng de la meilleure bande dessinée. Ah, mais aussi le prix Micheluzzi, j'avais oublié. Bref, il est noté 4,13 sur 5 sur Babelio, 4 sur 5 sur BDGest, et 7,7 sur 10 sur Sens Critique. Bref, je vais pas tous vous les faire, mais en gros vous pouvez y aller. Et accessoirement, l'une des plus belles récompenses à mon humble avis qu'a reçu Craig Thompson, c'est Art Spiegelman, lauréat du prix Pulitzer, le monsieur derrière Mouse, qui lui a adressé, dans une longue lettre d'éloge, pour lui parler de son travail sur Blankets. Blankets est un livre sur l'amour, la foi et la perte, un récit intime, parfois inconfortable mais profondément humain. Ce n'est pas une lecture facile, mais c'est une lecture nécessaire. Il faudra attendre 2015 pour que Craig Thompson donne une sorte de fausse suite à Blankets avec la BD Ginseng Roots, une BD qui repart de l'enfance, aborde les thèmes de l'héritage familial, du travail, de la précarité, de l'Amérique rurale, de son amour pour les comics, de l'histoire de Craig Thompson dans les champs de ginseng jusqu'à l'âge adulte. Il cite dans le livre à de nombreuses reprises Blankets et l'effet que ça a eu sur sa famille. Ce n'est pas à proprement parler une suite de Blankets, mais plutôt un autre livre autobiographique dans la continuité. Et là où Craig Thompson est fort, c'est que j'en ai un peu rien à foutre de comment on fait pousser du ginseng. La BD s'attarde longtemps dessus. Et pourtant, c'est passionnant. On apprend aussi avec Ginseng Roots que Craig Thompson souffre d'un problème, d'une maladie aux mains, qui l'empêche de plus en plus de dessiner. On espère qu'il pourra continuer à le faire et à nous offrir son travail que l'on adore, que l'on dévore et qu'on relit encore et encore. Blankets, c'est le genre de BD témoignage qui te fait réfléchir sur toi-même. Une BD où tu peux coller des « et si » partout. Et si Craig avait fait autrement ? Et si ça s'était passé différemment ? Mais l'histoire est là, figée, telle qu'elle a été vécue. C'est une BD que tu refermes en te demandant si tu as vraiment tourné la dernière page. Ou si c'est juste toi qui viens de revisiter en accéléré toute ton adolescence. Un livre qui t'invite à encaisser le passé, à l'archiver, à construire avec. Une BD qui soulève la poussière cachée sous le tapis. La regarde longuement, sans détourner les yeux, avant de passer à autre chose. C'est donc à lire avec une boisson chaude, sous une couverture, évidemment. Scratching at the surface now, and I'm trying hard to work it out. And so much has gone misunderstood, and this mystery only leads to doubt. And I didn't understand when you reached down to take my hand. And if you have something to say, you better say it now, 'cause this is what you've waited for, your chance to even up the score. And as these shadows fall on me now, I'll win somehow, yeah. 'Cause I'm picking up a message, Lord,
venez d'écouter Say It To Me Now de Glenn Hansard, extraite de la BO de Once. Merci beaucoup Renaud pour cette chronique. Mais de rien. J'ai, comme d'habitude, 2 petites questions. Voilà, faut arrêter de le dire d'ailleurs. Oui, merci beaucoup de cette chronique. Oui, merci beaucoup à toi. Okay. Bon, allez, est-ce que le livre ne nous dit pas un peu qu'on est victime de notre éducation ? Moi, c'était ma première question. Oui, en tout cas ici, oui, clairement. Ouais. Mais Blanquette, il dit pas par contre qu'on est condamné par notre éducation. Oui. Il dit plutôt on est longtemps prisonnier de ce qu'on nous a appris avant même de savoir qui on était, tu vois. On nous a appris des trucs et on est prisonnier de ça, quoi. Dans le livre l'éducation religieuse qu'il a reçue par sa famille, Craig, c'est comme ça qu'il perçoit son corps, ses désirs, et en fait tout est tout est sujet à culpabilité, quoi. Même sa manière d'aimer, c'est toujours franchement limite, voire même en apnée, tu vois. Enfin, il est pas bien le gars. Ce qui est fort, c'est que Thompson, en fait, il désigne pas de méchants, tu vois. Il montre pas ses parents ou les adultes comme les responsables. Et c'est que toute cette éducation, ça lui a transmis des blessures dont il était inconscient, en fait. Et donc, d'une certaine façon, si tu veux, il est victime de cette éducation. Et qu'il n'a pas choisi, et du coup ça guide plein de choses, quoi. C'est sa honte du plaisir, l'obéissance, tu vois, il doit obéir avant de s'écouter soi-même, écouter ses désirs, écouter ce qu'il a envie de faire, etc. Non, il y a des espèces de codes ancrés dans l'éducation qui font que il peut pas faire certains trucs, en fait, il se l'interdit de lui-même, quoi. Mais par contre Blanquette raconte aussi le fait que c'est pas une fatalité, quoi. En fait, on va dire vers la fin, je le dis dans la chronique, mais tu vois du coup Craig qui commence à se détacher un peu de tous ces trucs, en fait, et de son éducation, de la religion, etc. C'est même un peu une perte de foi, quoi, et de devenir un petit peu lui-même. Donc en gros, en fait, le truc dit que oui, dans une première partie de notre vie, en tout cas, on va se confronter à l'éducation qu'on a eue, et il va falloir la remettre en question, en fait, pour pouvoir devenir soi-même, en fait. Voilà. Bon, je trouve que c'est une réponse très complète. Parfait. Merci. Et du coup, à qui, toi, tu conseillerais ce livre ? Alors, à qui je conseillerais Blanquette ? Alors déjà, je conseillerais Blanquette aux gens déjà qui aiment la BD, qui aiment vraiment beaucoup fort la BD. Est-ce que, alors attends, par contre, juste, tu dis ça parce que tu penses qu'il faut avoir déjà lu plein de BD pour le lire, ou parce que c'est pas accessible à des non-lecteurs de BD ou... Alors déjà, le thème, il est quand même assez hardcore, quoi, tu vois. Oui. Et du coup, moi, je trouve déjà, je l'ai pas dit dans la chronique, mais je trouve que à bien des moments, le trait, il ressemble un petit peu à ce que tu peux avoir dans Scott Pilgrim, tu vois, ou un peu comme ça, c'est assez minimaliste, mais en même temps, des fois chargé de fou, c'est assez dingue. Mais il y a un espèce de truc qui est assez proche de ça. Mais non, c'est surtout que je pense que oui, il faut avoir bouffé un peu de la BD, il faut avoir bouffé un peu de la BD introspective. Je me rends compte que beaucoup dans cette émission, j'en fais énormément de la BD sur des gens qui ont des problèmes et qui vont se remettre en question, etc., et qui vont un petit peu essayer par le biais de la BD et de ce support d'évoluer et de se dire que mon expérience va faire évoluer quelqu'un. Donc ça, encore une fois, comme je le dis souvent pour toutes les chroniques de BD ou de comics introspectifs ou de romans graphiques, c'est pour les gens qui ont un peu envie de lire une expérience, quoi. L'expérience de quelqu'un qui se dit que ça va les aider, etc., cette espèce de témoignage. Et puis là, il y a le côté aussi de connaître l'auteur, quoi, qui est cool. C'est-à-dire que c'est totalement biographique, quoi. Ah bah oui, et pas édulcoré, donc voilà. Mais je sais pas, s'il y a des gens, tu vois, qui se disent un jour... c'est marrant, je pense à quelqu'un moi en particulier, mais je vais pas le citer dans l'émission, mais des gens qui ont un jour vécu une éducation un peu dure et qui ont envie de s'émanciper. Tu vois, je pense que c'est exactement ce genre d'ouvrage qu'il leur faut. Ça permet de se dire, voilà, c'est pas une fatalité, comme je le disais dans la question d'avant et tout ça. Donc en fait, je pense qu'il faut avoir au moins, on va dire, entre 12 et 14 ans pour bien choper le truc, parce qu'il y a quand même vraiment aussi pas mal de sexualité. Il y a des scènes il y a une scène de masturbation ou des choses comme ça, tu vois. Et donc du coup, c'est vrai que c'est pas accessible à tout le monde, quoi. Donc je pense qu'il faut être un minimum adolescent, ou en tout cas, voilà, à partir de 14 ans, je pense que c'est cool. Et puis je pense que c'est bien peut-être d'avoir vécu un premier amour, tu vois. Oui, pour pouvoir et d'avoir morflé, tu vois, un peu pour pouvoir dire ça. De toute façon tu vas morfler, voilà. Et donc non mais je rigole, mais ce que je veux dire c'est que pour pouvoir prendre du recul vis-à-vis de ça.
Et je pense que c'est d'ailleurs une BD que les gens vont peut-être même relire au fur et à mesure des années, plusieurs fois, tu vois, genre à 14 ans, à 20 ans, à 30 balais. Oui, voilà. puis tu l'apercevras pas forcément de la même façon. Exactement, c'est pour ça que je pense qu'on peut un peu évoluer avec cette histoire et toujours y lire quelque chose. Donc c'est les gens qui sont curieux, les gens qui n'ont pas peur un petit peu d'aller vers quelque chose qui va pas forcément être gay, qui va pas forcément être dans le happy end et dans les choses comme ça, qui aiment bien un peu les trucs un peu doux amers, quoi. Voilà, mais ce qui est quand même une très très belle histoire d'amour et qui te permet de réfléchir sur ton propre amour à toi. C'est très beau ce que tu dis là. Ouais. Eh ben merci. Voilà. Mais de rien. Eh ben écoute, est-ce que tu peux nous redire un petit peu Chez qui c'est tout ça, qui c'est, voilà, exactement. Alors comme c'est les petits Blanquette blabla comme de d'habitude. Craig Thompson et c'est chez Casterman, une très belle édition blanche, voilà, qui est magnifique. Je conseille celle-là, en tout cas moi c'est celle que j'ai. Donc voilà, Craig Thompson, Blanquette, c'est chez Casterman. Eh ben merci beaucoup. Eh ben écoute, moi j'ai terminé. Du coup, qu'est-ce que c'est que quoi tu vas faire, toi? Eh bien, moi, je vais vous lire un album jeunesse, livre illustré, je dirais. D'accord, et bah trop bien. Oh, excuse-moi, mais je n'arriverai jamais à m'intéresser à un livre sans images. C'est pas drôle. Un livre illustré qui représente l'amour à mes yeux, c'est Amoureux, d'Hélène Delforge et Quentin Gréban. L'amour est partout et sous toutes les formes. L'amour est une sensation, une émotion qui peut prendre plusieurs aspects différents. L'amour, c'est plein de surprises. L'amour, ça se vit, ça se dit, ça se raconte et ça se partage bien sûr. Au début, l'amour c'est fort, c'est une flamme incandescente, flamboyante. Mais cette flamme s'essouffle et s'éteint parfois. Parfois, ça se termine l'amour, par choix ou non. Ce qui est sûr, c'est que l'amour est unique et propre à chacun. L'amour peut se vivre plusieurs fois, peut inclure des enfants et une famille qui nous ressemble, peut surmonter des épreuves difficiles, la maladie, la guerre, la trahison. Il n'y a pas une seule façon d'aimer, et c'est ce qui rend ce thème si éternel, universel, poétique et indémodable. Dans Amoureux, on rencontre plusieurs portraits d'amoureux et d'amoureuses, tous illustrés par Quentin Gréban et accompagnés d'un texte plus ou moins long d'Hélène Delforge. Vous avez peut-être déjà eu entre les mains le livre Maman, avec cette même équipe aux commandes. Ce livre nous propose des portraits de femmes du monde entier et leurs enfants, leur rapport à la maternité, à la grossesse, à l'attente, aux difficultés, au début, mais aussi parfois à la fin. C'est beau, touchant et à offrir sans hésitation en cadeau de naissance. Dans le même esprit, notre duo belge a travaillé sur le livre Papa et plus récemment sur Grands-parents, sorti en octobre 2025. Hélène Delforge a aussi travaillé en 2022 aux côtés de Géraldine Wolders sur la BD Une histoire du jeu de société aux éditions 404. Cette dernière retrace l'histoire de 40 jeux de société cultes, des anecdotes sur leur création, des images d'archives, mais également les histoires de leurs créateurs. Un petit bijou pour tous les joueurs fans de BD. Pour ce qui est de Quentin Gréban, je ne le présente plus. Effectivement, je vous ai déjà parlé de cet illustrateur lors de la chronique sur le Pestacle en septembre. Vous savez, c'est l'album trop mignon avec des petits animaux adorables qui montent un spectacle de fin d'année sur le thème des pirates. Eh bien, dans ce registre plus adulte, j'aime toujours autant son travail. Les illustrations sont douces et ajoutent de la poésie au texte qui se suffit pourtant déjà à lui-même. Elles sont délicates et précieuses, comme ce sentiment qu'elles décrivent. Le travail de la lumière est très beau, tantôt tamisée et chaleureuse en intérieur, tantôt claire et lumineuse sur le quai au départ d'un bateau. Amoureux, c'est un livre à offrir à la personne qu'on aime, à des proches qu'ils soient amoureux ou non. C'est un livre qui est poétique, les textes sont touchants et on se reconnaîtra forcément dans l'un d'entre eux. C'est une lecture qui peut arracher une larme, donner de l'espoir, mais aussi faire sourire tendrement. Je vous quitte avec ce court texte tiré d'Amoureux que je trouve particulièrement juste et touchant, qui m'arrache justement ce tendre sourire dont je vous parlais juste avant. J'arrive toujours trop tôt à nos rendez-vous, pour le bonheur de t'attendre, de te guetter, de te voir arriver. Tu me cherches, sourcils froncés, stressé, pressé. À la seconde où tu me repères, ton visage s'ouvre. Le sourire se lève, sur les lèvres et surtout dans les yeux. Tu m'offres ta plus vraie preuve d'amour, ta joie de me retrouver.
Maintenant tu es là, tu me prends dans tes bras, et je vois la vie en pause. So this is love. So this is love. So this is what makes life divine. I'm all aglow. And now I know the key to all heaven is mine. My heart has wings, and I can fly. I'll touch every star in the sky. So this is the miracle that I've been dreaming of. So this is love. My heart has wings, and I can fly. I'll touch every star in the sky. And so this is the miracle that I've been dreaming of. So this is love. So this is love. So this is love. So this is love. Vous venez d'écouter So This Is Love, interprété par Célassou, chanson du Disney Cendrillon. Eh ben merci Wendy pour cette chronique. Avec plaisir. Mais de rien, de rien. Est-ce que tu peux nous dire à partir de quel âge conseillerais-tu ce livre ? Oui, alors officiellement, il est recommandé à partir de 13 ans. Je pense que c'est bien, en effet. Trop jeune, c'est dommage, je pense, parce qu'en fait, on passe à côté du propos. Il faut quand même avoir un peu de vécu ou alors de références cinématographiques ou littéraires, peu importe. Mais avoir déjà vu un peu ce que l'amour fait ou fait faire, si tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment ce... Voilà, je pense que c'est bien d'avoir quand même quelques références avant, donc... Avant 13 ans, bof. 12, ça va encore peut-être, mais voilà. En tout cas, c'est pas forcément de la lecture 6 ans, quoi. Ouais, ça dépend du rapport des enfants à l'amour. Oui, voilà, c'est pour ça qu'en fait, après, c'est vraiment propre à chacun aussi, et les parents, après, sont libres de voir. Mais il n'y a pas de choses violentes ou quoi que ce soit, mais bon, ça dépend vraiment, juste, ils vont peut-être passer à côté, disons. D'accord. Deuxième question. Oui. Tu nous dis dans la chronique qu'on se reconnaît toujours dans un des textes. Est-ce que les autres, ceux dans lesquels on ne se reconnaît pas, sont tout de même efficaces? Oui, carrément. En fait, si c'est pas nous, c'est toujours un couple d'amis, nos parents, nos grands-parents. Dans la chronique, je dis aussi que l'amour, c'est universel. Donc forcément, même s'il est unique, à chaque fois, on retrouve quand même toujours un peu de tel ou tel couple de notre entourage, ou de la littérature, ou de la pop culture en général. Donc on est bercé depuis toujours à l'histoire d'amour. Donc notre imaginaire, de toute façon, réussira à apprécier les portraits qui nous sont proposés, même quand on se retrouve pas dedans, quoi. D'accord, ok. Enfin, je pense. Non, mais si, mais très bien, très bien.
Est-ce que tu peux nous redire chez qui c'est, etc. Oui, donc c'était Amoureux d'Hélène Delforge et Quentin Gréban, et c'est aux éditions Mijade. Eh ben, merci beaucoup Wendy. De rien. Vous venez d'écouter Ô Capitaine, mon capitaine, l'émission littéraire, le podcast, bref, appelez ça comme vous voulez, présenté par Wendy et Renaud. Et bonne lecture, Moussaillon. Thank you.